chaos énergétique. L'Europe, on a bien une vision 2030 avec efficacité, réduction des émissions et renouvelables, mais les problèmes de financement posent des problèmes. Et puis derrière, il y a la relance de l'ETS, les systèmes de quotas d'émissions, et il y a le problème de la taxe carbone, qui sont des problèmes non réglés et dont on ne voit pas bien quelles seront les solutions que l'on peut mettre en œuvre dans les mois qui viennent, après la nouvelle Commission et le nouveau Parlement. Et évidemment, les questions qui se posent, c'est quelle politique énergétique intelligente, quels sont les critères de l'intelligence énergétique dans les mois qui viennent. Donc, niveau européen, niveau mondial, c'est Paris 2015. Niveau France-Europe, c'est ce que je viens de dire. Et puis, là, il y a peut-être de mon côté un élément d'optimiste, c'est le niveau local, le niveau des villes, des communautés locales, des régions, où il y a beaucoup d'initiatives intelligentes qui sont prises. Et j'ai eu l'occasion de voir un peu différentes régions en France et en Allemagne, et on voit qu'il y a une multiplicité d'initiatives qui sont prises avec du financement local. On peut mobiliser de l'épargne locale pour des projets locaux qui créent de l'emploi local, des entreprises locales, etc. Et je pense que les business models dont m'a parlé en particulier Monsieur Chaussat sont quelque chose de très important. Et puis je terminerai d'un point en disant et les prix. Les prix, on rêve quand on voit notre ministre de l'Énergie qui dit peut-être que le prix de l'électricité va baisser alors que toutes les orientations sont à la hausse et qu'il faut bien sûr envoyer aux consommateurs des signaux de marché, pour nous économistes, qui sont les vrais signaux, c'est-à-dire qui couvrent au moins le coût de ce que l'on développe, et même avec des taxes en plus, parce qu'il y a le prix, il y a le coût, et puis il y a les taxes. Et ça, c'est un problème qui est loin d'être résolu. Alors, bien sûr, économiste, c'est une vision un peu cynique d'envoyer les vrais prix. Et il faut accompagner ceci de méthodes d'accompagnement pour notamment cette catégorie de population qui fleurit en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et ailleurs, la fuel poverty, la précarité énergétique, et qui implique une résolution, je dirais peut-être au niveau régional plus qu'au niveau national, parce que tous les précaires ne sont pas les mêmes. Donc voilà un petit peu les questions que je voulais poser, qui sont un peu provocantes, et qui sont fondées sur un pessimisme général sur la situation que nous sommes en train de vivre depuis quelques années, et pour lesquels nous ne voyons pas d'éléments d'amélioration très visibles en ce moment. Donc merci, chers panélistes, de nous envoyer des signaux qui nous permettent d'avoir confiance dans les années qui viennent. Merci Jean-Marie. Merci d'avoir introduit sur le thème du pessimisme, parce qu'on va passer de l'ombre à la lumière. Et après avoir discuté avec chacun des panélistes, ils m'ont tous dit qu'ils étaient optimistes à leur façon. Et donc vous allez avoir des réponses aux problèmes, aux questions que vous avez posées, et c'est très satisfaisant en soi. Donc je passe tout de suite la parole à Michel Jarraud, qui est secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, qui est une agence de l'ONU. Il coordonne également à l'ONU le comité des Nations Unies pour l'eau. Je rappelle également que le GIEC, dont vous avez beaucoup entendu parler, est une émanation, je crois que c'est ce qu'on peut dire, de l'OMS. Le GIEC a été fait... L'OMM, pardon. De l'OMM, le GIEC a été fondé en 1988. Et donc, il va vous poser le débat et il vous dira également pourquoi il est optimiste en tant que scientifique. Merci. Et je passe donc tout de suite la parole à Michel. Ah, ça marche? Oui. Voilà. 3 mots-clés pour ce débat. Climat, urgence, investir. Climat, les nouvelles, comme l'a rappelé M. Robin, en fait, ne sont pas bonnes. Les concentrations de gaz à effet de serre, pour le CO2 par exemple, nous avons des concentrations plus élevées qu'il y a depuis plus de 800 000 ans. Et ça, on le sait avec une grande certitude, grâce à des tas de mesures. Deuxième chose, parmi les 14 années les plus chaudes jamais enregistrées, 13 ont eu lieu depuis le début de ce siècle. Une seule avant, 1998, El Niño. Les décennies, vous avez peut-être entendu parler de cette pause dans le réchauffement. Nonsense.
Les années 90 étaient plus chaudes que les années 80. Les années 2000 étaient plus chaudes que les années 90. Il n'y a pas de pause dans le réchauffement. Il y a des fluctuations de petite échelle, mais si vous regardez l'évolution sur des durées plus longues, il n'y a pas de pause. Toutes les courbes qui vous montrent la pause, regardez, le point de départ, c'est 1998, le plus fort El Niño du siècle passé, et il y a eu 2 La Niña entre-temps, donc c'est vraiment pas ce que j'appelle de la science, c'est de la manipulation de données, les gens qui vous montrent ces courbes. Alors, on a parlé du GIEC. Le GIEC a effectivement émis 5 rapports jusqu'à présent, le dernier a été émis entre septembre de l'an passé et avril de cette année, et les conclusions sont vraiment incontournables. Oui, le réchauffement climatique ne fait plus de doute. Il est devant nos yeux. 2, il est dû aux activités humaines en grande partie. Donc je crois qu'il ne faut plus perdre son temps à essayer de débattre de ces choses-là. Par contre, ce qu'il faut débattre, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. De l'urgence de l'action. Souvent, on pense, pour le réchauffement, on parle du réchauffement climatique, mais en fait, et je crois que peut-être M. Chaussade et d'autres en parleront plus en détail, l'impact sur la température n'est qu'une des facettes du réchauffement climatique. Mais les autres facettes, c'est l'impact sur les événements extrêmes, c'est l'impact sur le cycle hydrologique, donc c'est l'élévation du niveau de la mer. C'est pas simplement, il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'élévation de la température. Alors, l'urgence, pourquoi il y a urgence ? Nous ne sommes pas sur une trajectoire pour garder le réchauffement à moins de 2 degrés, un réchauffement de moins de 2 degrés. Actuellement, nous sommes plutôt sur une trajectoire qui nous emmène entre 2 et 6 degrés. Donc je dirais en moyenne 4 degrés. Si on continue le business as usual, on est plutôt sur une trajectoire de 4 à 6 degrés que sur une trajectoire de 2 degrés. Donc il y a urgence, parce que les décisions qu'on prend maintenant, ou les décisions encore plus graves qu'on ne prendra pas maintenant, auront un impact pas simplement sur les jours à venir, mais sur les décennies, voire pour l'élévation du niveau de la mer pour les siècles à venir. Donc ces décisions sont urgentes. L'urgence, pour vous l'illustrer, il faudrait qu'on arrive, pour rester en dessous de 2 degrés, à plafonner les émissions de gaz à effet de serre avant l'année 2030. Donc on a très peu de temps, et après, à arriver à une situation à émissions équivalentes zéro, environ vers 2060, entre 2050 et 2070. Donc le défi est considérable, hein, je pense qu'on en entendra. C'est encore possible, je vais y revenir, mais plus on attend, plus ce sera difficile, plus ce sera coûteux. Et l'urgence est également de développer des systèmes qui permettent d'informer la prise de décision. Informer la prise de décision à tous les niveaux, depuis les gouvernements jusqu'aux agriculteurs, jusqu'aux pêcheurs, absolument à tous les niveaux, les collectivités locales, les municipalités, les régions. Actuellement, dans beaucoup de pays, cette information n'est pas disponible. Il y a plus de 70 pays sur cette planète qui n'ont actuellement pas ou de manière complètement suffisante des informations pour prendre des décisions dans le domaine climatique. Donc il y a urgence à développer ces systèmes d'information, et il y a également urgence à accentuer les efforts de recherche. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on a fait des progrès considérables depuis 20 ans. On comprend beaucoup mieux les interactions atmosphère-océan, l'évolution du système climatique, les phénomènes El Niño, on arrive à les prévoir plusieurs mois, plusieurs saisons à l'avance, mais il y a encore des points résiduels qui sont très importants. Et je pense, pour ne prendre qu'un seul exemple, vous avez certainement entendu parler beaucoup de ce qu'on appelle le geoengineering, qui est de dire, oui, mais finalement, si c'est grave, on va trouver des solutions, alors des solutions entre des solutions possibles ou plausibles et des solutions loufoques. Il y a toute la gamme de solutions. Malheureusement, par exemple, simuler des éruptions volcaniques, envoyer du SO2 dans l'atmosphère. Enfin, il y a toutes sortes de solutions qui ont été proposées. Malheureusement, aucune actuellement n'est basée sur des études scientifiques crédibles. Donc, il est absolument essentiel d'accentuer les efforts de recherche pour pouvoir mieux informer la prise de décision le moment venu. Mais il y a aussi d'autres points sur lesquels nous sommes incapables de répondre actuellement. Par exemple, souvent vous entendez dire les cyclones tropicaux, leur fréquence va augmenter avec le réchauffement climatique. La question est difficile. Ce qu'on sait, c'est que probablement il y aura plus de cyclones très intenses, mais par contre, les cyclones, les autres, c'est loin d'être sûr. On ne sait pas actuellement s'il y a un impact du réchauffement climatique sur la fréquence, l'intensité des phénomènes El Niño. Ce sont des questions importantes. Ce n'est pas dire qu'il ne faut pas agir, mais il faut continuer les efforts de recherche pour que les décisions ne soient pas, qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers, mais qu'on puisse informer la prise de décision dans ces domaines.
Mais le constat que je voudrais faire avant de passer à la partie investissement, j'ai encore 4 minutes je crois, c'est de dire il faut, comment le dire, il faut absolument renforcer les coopérations entre des disciplines qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et c'est pour ça que je suis particulièrement content d'être ici à Aix-en-Provence, parce que la communauté du physique du climat n'a pas l'habitude de travailler avec la communauté économique. Et ce sont deux domaines qui ont besoin d'interagir beaucoup plus les uns avec les autres. On parle souvent des limites des prévisions, de la qualité des prévisions météorologiques, climatiques. Vous connaissez aussi la limite des prévisions économiques. Et je crois qu'il faut que les deux disciplines arrivent à se parler de manière plus étroite. Alors, investir, le troisième thème de cette présentation, investir, oui, mais pas investir de manière aveugle. Je vais vous prendre quelques exemples. On a parlé, je crois, Monsieur Robin, vous avez parlé d'investir à la fois dans l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, investir dans l'adaptation, investir dans d'autres domaines. Prenons l'exemple d'un barrage. Certains investissements sont des investissements qui vont être là pour des décennies, voire plus de 100 ans pour un barrage. Actuellement, autrefois, la manière typique d'investir pour ces investissements à long terme, c'est de regarder le passé. On regardait les statistiques de précipitation, de choses, sur... Non, 3 minutes pour cette phrase. On regardait le passé, mais malheureusement, le passé n'est plus un indicateur suffisant pour le futur, à cause du changement climatique. Donc, par exemple, quand on planifie des investissements à l'échelle de décennies, il est absolument essentiel de pouvoir anticiper, de pouvoir prendre en compte ces changements de scénario. L'autre chose, et ça va être mon avant-dernier point, l'autre chose, c'est le problème d'horizon temporel. Quand on investit, il faut regarder aussi quand est-ce qu'on a le retour sur investissement. Et là, un des défis qu'on a pour le changement climatique, c'est qu'il faut dépenser maintenant pour des retours qui pourront avoir lieu dans quelques décennies, dans certains cas dans 50 ans ou dans 100 ans. Et c'est une décision qui n'est pas facile, en particulier dans un contexte de crise économique. Et là aussi, d'intégrer les scénarios, par exemple, du GIEC dans cette prise de décision est quelque chose qui peut permettre d'avancer. Mon dernier point, c'est qu'actuellement, un des grands débats planétaires, c'est de se préoccuper du développement, certes, mais du développement durable de notre planète. Or, si on n'intègre pas la dimension du changement climatique, il n'y aura pas de développement durable de notre planète. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux... Merci. Voilà, après cette introduction absolument lumineuse, je vais passer la parole à Vera Songwe de la Banque mondiale, qui est une organisation internationale dont je vous rappelle qu'elle fait partie de la grande famille de l'ONU, hein, je ne me trompe pas. Et Vera est responsable pays à la Banque mondiale que je me rappelle, du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Sénégal. Et elle va axer son exposé sur 3 points. Comment intéresser, une question absolument fondamentale, comment intéresser les citoyens à cette problématique du réchauffement climatique. Ensuite, quelle est l'importance des politiques énergétiques. Et 3e point également très sensible, la question des prix. Merci. Et je passe donc la parole à Vera. Thank you very much. I will speak in English. I will speak slowly. I am optimistic, I think. I will start by saying I am optimistic, but I am also realistic about the way ahead. And I think Barack Obama said that those who are already feeling the effects of climate change are not here. I don't have the time to debate whether it's happening or not, because they just have to deal with it. And I think that many of us have seen in the UK recently when there was flooding and the whole discussion about it. We lived through the Philippines and the tsunami of the Philippines, or the big waves in the Philippines, the tsunami in Japan. And I think on the continent, in Sudan, we see, in Ethiopia, we see that we're getting, again, changes in climate and desertification and hunger. So clearly, I think that in Mauritania and in Guinea-Bissau, we have the depletion of a lot of the pelagic species that we have, and we can see this. So I think that for most of the people that really are suffering from it, there is no longer a debate. And I think one of the things that is
quite telling is that even in countries like China, you begin to see, and I will come back to this later, that where there used to be a debate about whether climate was important or not important and whether it was actually happening, that debate has almost ceased to exist. It's a question of how can you deal with it, because people who live in Beijing get warning alerts. It's become a health hazard, and they have to tell people whether they need to go out in the morning, whether today is a safe day or today is not a safe day. They didn't used to do this 10 years ago when I lived there. So clearly, I think everybody, and increasingly, and you will see, I will talk about it later, how the citizens are responding to that. I think my colleague talked about the increasing intensity of the problems of climate change. I think that recently we found out that 2013 was one of the hottest years in the world, and I don't know if 2014 will beat the record that was set by 2013. So clearly we're not getting any better. The questions and the problems are not getting any better. And the issue of whether we can actually bring back emissions to a level of 2% is become an emergency and an urgency. However, what I think is, and this is my first question, is how can we get citizens involved? My sense is that today when we talk about citizens, we're talking about three things. We talk about governance, we talk about jobs, and we talk about growth. And that is what most people are worried about when you talk about, when you have a conversation with people. And so the debate on climate change, and maybe this is also a bias of my profession, but a debate on climate change must move from the sphere of scaring and daring to a debate that says this is good for you. And I think that this is why the title of the conferences this weekend are quite interesting, because it says, invest to invent tomorrow, because tomorrow we need jobs, and we need more and more jobs. Coming from the continent where I come from, we're going to be producing 15 million youths every year, and we're going to need to put those youths to work. And basically this is how I think the engagement around climate change has to happen. It's basically an engagement on how do you create jobs. That is basically how South Korea did it as well. So we have examples of countries that have not gone towards the debate of climate change saying, you know, if we don't do this, then tomorrow the whole world will collapse. But it basically says, if we do this, we can restore growth, and we can grow faster, we can create jobs, and we can increase standards of living and well-being. And that is what people actually care about the most. And I think that the Korean example immediately after 2008 was a very telling example of how one can do that and quickly shift gears. The example that we have in Germany is another one where they have done everything, a lot of things on the labor market side, but then they're hitting the brakes on the energy policy side. And so you have to then begin to say, how do you restore growth, and what are the incentive systems that you need to put in place to make that happen? So I think one of the messages that we as an institution are trying to put in place is to say, basically, as a World Bank, our job is basically to improve the living standards of people and to reduce poverty. We cannot do that if we do not address the issue of climate change, because as was said before, it has to do with feeding the planet, it has to do with malaria. If we cannot handle the issue of climate change, we will have a 50-fold increase in the incidence of malaria bed nets or not. So basically, there is, I think, clearly statistical evidence that we need to do that. We also know that it is in the countries that are most in need of growth that climate change is affecting them the most. And so the discussion about growth and climate change becomes even more important that we put it in the right context. But I think that in Europe, where we are today, there is also an issue of employment. And so that debate, I think, can get very easily into a conversation around that. Now, how do we make that debate work, at least for the developing world and for Africa in particular? My second point that I was going to talk about was the issue of energy policy. I think that we've had a lot of debate on energy policy in the G8, in the G20, and one of the things that has happened in that environment has basically been that a lot of the developing world has developed with 90% fossil fuels and oil. And that has cost a lot. In Senegal, for example, the cost of energy is 30 cents per kilowatt. In the US, it's 8 cents, and with shale gas, it will go even lower. So basically, there is almost an inevitable dynamic to say you need to change your energy mix. You need to look at your energy policy mix. Do you want to go from fossil fuels and coal to hydro
and gas. And increasingly, the good news is that increasingly on the continent, we're finding a lot more gas. Tanzania has discovered gas. And Nigeria, of course, has gas. Ghana has gas. Mauritania has gas. And so the policy then begins to become, how do we convert the gas into energy that is cheaper, which will create jobs and ensure that we have this growth, but which is going to be clean. And I think that it also then takes away the discussions around tariffs and subsidies, which again becomes a contentious issue if you discuss it directly. So that is one area where I think the whole sort of energy policy mix, rather than saying, you know, we are subsidizing the oil companies, let's do the positive approach, which is basically to say you need to change your energy mix, reduce your cost of production, and if you reduce your cost of production, you will get more growth. I see him showing me the card to say that I need to stop. The last point that I was going to talk about was carbon pricing, and I'll say this quickly. There's two ways of doing it, and it's two ways that are happening already. The first is basically the carbon tax, which is a good thing because it does not stop carbon emissions, but it basically puts a price on it. And so basically it's an economic asset. If you think it's important, if you smoke and you want to keep smoking, you'll continue to smoke, but there is a tax on it because it's a nuisance to the economy. However, the emissions reduction system is a different system because it actually helps to reduce that. And what is the World Bank doing in that sphere? We have about $7.6 billion of resources that we are putting towards almost 40 countries in terms of working with them to help them under the climate investment funds and other funds to help reduce carbon emissions. And one of the things we're doing is not going directly at saying, how do you do this and how do you put a carbon tax, but basically working through energy policies, working with the private sector. And I think as we move towards Paris, we already see that there is about 40 national countries and 20 subnationals that have already begun to put in place either carbon taxes or emission trading systems. So I am positive about Paris. I think that what we are going to need is some bottom-up approach and a top-down approach because you need to set a framework for how that should work. And institutions like ours are working, of course, with others to help put in place the global framework, but it is all mostly going to come from the bottom. Thank you very much. Merci Vera. Donc nous venons de camper le débat en termes à la fois scientifiques et politiques et maintenant nous allons entrer dans les réponses et je vais demander à Tatsuo Masuda, qui est professeur à l'université de Nagoya au Japon, de faire son exposé qui sera axé sur 3 points. Il va parler des problèmes d'innovation que cela soulève, ensuite de la nature des investissements qui sont requis pour répondre à la question, et enfin, plus généralement, du changement pour les entreprises. Merci. Voilà, Tatsuo, si vous pouvez, up to you. Okay. I'm very happy to be here, and I'm fascinated with the beauty of Aix-en-Provence and also the beauty of ladies here. So I start with something negative. The international institutions set up for climate change initiatives are not functioning properly as originally planned when concrete actions are needed more than more than any time before. And the conference on parties like COP has been, it's a well-established annual event, and there have been multiple negotiations and workshops before that. But why engagement of so many people, top people, progress is so slow, relatively slow? One of the rarely stories told about this is there are negotiations just for negotiation's sake. I heard this directly from lead authors of assessment report or government delegates or member of United Nations serving for IPCC's process. The developed countries are paying the cost of travel and even per dime for delegates from developing countries who attend COP negotiations. There is a contract in between those developed and developing. And those people coming from those countries have an interest, personal interest, to prolong the process of negotiation for their personal benefit. The longer, the better for him. And if you see the workshop or COP, in the first half of 10 days, there's no serious debates. Only when the ministers and head of states arrive,
they suddenly start to talk like passionate people. This is one element. Another element is the famous summary report for policymakers. This is a good report of 50 to 6 pages, easy to read. But the report is heavily cooked by the delegates of big governments. The original report of workshops are roughly 1,500 to 2,000 pages long. No one ever liked to cook this, but 50 to 60 easy to cook for big countries. So some inconvenient truth of facts from which scientists found are distorted or even slashed because of the power games of some governments. Another difficulty comes from, I'm afraid to say, the US Congress. As you know, Obama started to do something nice, and Mr. Paulson, former Secretary of State of Finance, started to say something nice about climate change. But Congress is the hostage of climate skeptics or climate deniers because of money. 10 times more money will flow into the lobbyists who campaign against climate compared with the people who are for climate initiatives. Unless the US Congress may change, it's very difficult, even Obama, to gear the big country to different directions. Another pessimism is coming from fragility of political will, or politicians. The state leaders often make wonderful speeches at the UN Climate Summit or any debates they make in Davos. But it's not followed by concrete and sustainable actions. This is a problem because they are the hostage of short-termism, while climate change originally requests anything to do with long-term visions and actions. But despite all this, I am positive. Otherwise, I want to be here. There are several concrete measures within our reach to address climate change. One, technological innovation, much discussed yesterday. Two, focused investment. And three, the shift of corporate behaviors. We cannot wait for the change of behavior of millions and billions of citizens. Why not big companies here and there change the behaviors? Starting with the investment. The early speaker said, invest, but not blindly. This is very important. If the focused investment is directed towards well-being of future generations, it will impact extremely positive. Our good news is that some sovereign wealth funds and private funds are moving toward this. I visited Oslo last month to meet with the executive of Sovereign Wealth Fund of Norway government. And they confirmed the direction along with this. So let us make this the standard for all. And last but not least, corporate behaviors towards environmental sustainability should be more rigorously pursued. For example, let me say something aggressive. If an audited carbon disclosure of each company who are listed in major stock exchanges of the world, their value will be judged from the disclosure of carbon footprint or judged from the carbon footprint they declare. And that will affect stock prices. Ultimately, that will affect the behavior of companies. This is not a dream. Already in London stock exchanges, this mandatory disclosure of carbon footprint is already in place. Why not other exchanges, either in Paris or New York or Tokyo, will not follow the steps? So, beautiful ladies and gentlemen, there is no time to cry over the malfunctioning of international organizations, but we have tools to tackle with this. So why not dream first, then act tomorrow? Thank you.
Merci. Alors maintenant, nous allons accomplir un nouveau pas dans les réponses. Et les deux prochaines interventions sont celles de deux industriels. Et tout d'abord, je passe la parole à Jean-Louis Chaussade, qui est le patron de Suez Environnement et qui va axer son propos sur le problème de la rareté de l'eau, qui est un des défis majeurs du réchauffement climatique. Bien, je vais peut-être commencer par la problématique des définitions, parce qu'on dit beaucoup de choses sur le réchauffement climatique, et moi je pense que plus que de réchauffement climatique, il faut parler de dérèglement climatique, qui est en fait la conséquence d'un excès de consommation des matières premières, fossiles bien sûr, minérales, et aussi et surtout agricoles. Et que face à ça, la capacité de génération ou de régénération de la planète est insuffisante. Et donc il faut donc travailler dans deux directions, c'est ce qui personnellement me permet d'être optimiste, qui sont d'une part consommer moins et mieux, c'est ce que j'appellerais le monde du smart city, smart water, smart technologies, et puis par ailleurs dans un deuxième registre, qui est celui du recyclage et de la protection des ressources, c'est ce que j'appellerais rapidement l'économie circulaire. Alors je voudrais donner deux ou trois exemples de où nous sommes et où nous pourrions aller. Premier exemple, l'eau. Je suis convaincu que la première marque du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique, ça sera la rareté de l'eau. Et je vous donne un chiffre. En 2025, 21% de la population mondiale vivra avec moins de 500 mètres cubes d'eau de ressources disponibles par an. Pour vous donner une idée, on commence à penser qu'aux alentours de 1800, ça commence à être les débuts de la sécheresse. À 500, c'est l'aridité. Donc ces 21% ne pourront pas vivre dans ces conditions. Et deuxième grand chiffre que je voudrais donner, en 2035-2040, vous aurez 70% de la population mondiale qui vivra dans les villes. Et donc la ville est au cœur de la problématique du réchauffement climatique. Alors maintenant, je voudrais aborder très rapidement les effets du changement climatique sur l'entreprise, sur les entreprises et sur la mienne en particulier. Je pense qu'on n'a pas encore pris complètement conscience que le réchauffement climatique va induire un changement extrêmement profond et de long terme des business models des entreprises. Je vais vous donner les exemples que je connais bien, qui sont ceux de Suez Environnement. Si je prends le problème du déchet, il y a 15 ans, nous étions des collecteurs et des enfouisseurs de déchets. Aujourd'hui, nous sommes des collecteurs, des trieurs, mais de quoi? De matières premières. Car de plus en plus, c'est dans ces déchets, on va extraire des matières qui vont être recyclées. Et donc, on passe d'un métier qui était des camions et des trous, pour simplifier, dans un métier où on a des usines pour trier, on a des usines pour faire de l'énergie. L'environnement en Europe produit l'équivalent de 2 centrales nucléaires à peu près entre la puissance électrique et la puissance chaleur. Donc on a des usines, on a des technologies, j'y reviendrai, et ces technologies doivent nous aider à peaufiner, si je puis dire, le tri qui permet la réutilisation par des industriels de ces matières premières. Si je regarde la problématique de l'eau, nous étions des distributeurs d'eau, nous sommes des gestionnaires de ressources rares. Il y a de plus en plus de villes qui nous demandent de réduire les fuites. Ce n'était pas vraiment un sujet il y a quelques années. Elles nous demandent de mettre en place des systèmes de réutilisation de l'eau pour l'agriculture, c'est-à-dire réutiliser les eaux résiduaires en les traitant. Ce n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Et puis, vous avez aujourd'hui 200 millions d'habitants dans le monde qui vivent grâce au dessalement, et cette quantité ne va faire que s'augmenter. Là aussi, je vais vous donner deux exemples. À Singapour, il y a 2 réseaux d'eau. Il y a un réseau d'eau propre et un réseau d'eau sale. Très compliqué à faire, mais ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. À Hong Kong, ils font même pire. Ils ont 3 réseaux d'eau. Le 3e, c'est avec de l'eau salée. Comme ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec l'eau potable. Alors, effet sur les entreprises, sur les business models, effet maintenant sur les villes, les populations, si je puis dire, et nos clients. Là aussi, quelques chiffres pour montrer la magnitude du problème. D'après des études récentes, en 2040, vous aurez à peu près 600 villes sur la planète qui produiront, on va dire, 70% de la croissance et de la richesse mondiale. 600 villes.
Et dans ces 600 villes, il y en a 440 qui se situent aujourd'hui dans ce qu'on appelle le monde en développement, la Chine, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique du Sud, par exemple. Et alors, il va se passer une chose très étonnante, c'est que, bien entendu, grâce au big data, grâce à notre capacité de transmettre de l'information, de voyager, en réalité, ce n'est plus les pays qui vont être en concurrence entre eux, c'est les villes. Vous pourrez vivre dans une ville et, si je puis dire, votre travail, il aura un impact sur une autre ville ou sur un autre endroit. Et cette espèce de mobilité du travail dans la ville va avoir une conséquence qu'on n'a pas encore bien mesurée, qui est la compétition entre les villes. Et cette compétition entre les villes, elle est en train de commencer, elle est en train de s'exacerber. Et elle va être très forte. Et ce qui va être important, et on le voit d'ailleurs très bien, je donnerai tout à l'heure l'exemple, je vais le donner tout de suite d'ailleurs, de Pékin. Pékin a annoncé hier qu'en 2030, dans 15 ans, ils auront fait une ville propre. Propre au sens de l'air, propre au sens de l'eau, propre globalement. Eh bien, c'est très intéressant de voir que finalement, les gens vont s'installer dans les villes où ils sont heureux de vivre. Et donc la compétition entre les villes, c'est une compétition entre les villes qui seront intelligentes, certes, elles seront toutes intelligentes, mais entre les villes intelligentes et les villes durables, et les villes soutenables. Et je pense que cette mélange de soutenabilité et d'intelligence est au cœur de la problématique des grandes entreprises de demain. Et je terminerai sur le troisième aspect qui est essentiel, me semble-t-il, qui est celui de l'impérieuse nécessité des nouvelles technologies. Oui, je termine, j'en ai encore une minute. Donc l'impérieuse nécessité des nouvelles technologies, car sans nouvelles technologies, on ne pourra pas faire cette transformation. C'est quoi les nouvelles technologies? Dans le domaine de l'eau, ça va être par exemple le dessalement. Dans les usines, dans nos usines, ça va être les usines à énergie positive. Dans les systèmes intelligents, ça va être les systèmes de gestion en temps réel, des services, des utilities, ou même du storm management, qui est une de nos spécialités. Dans les déchets, ça va être très certainement la problématique du recyclage des plastiques et de leur réutilisation. C'est un sujet très compliqué. Et donc, pour terminer, j'arrive à ma conclusion. Les besoins d'infrastructures liés au dérèglement climatique sont gigantesques. Mais de mon point de vue, il y a un risque qui soit inadapté, voire inutile, si d'une part, les modes de behavior, c'est la behavior, c'est-à-dire nos habitudes, si nos habitudes ne changent pas, en particulier nos habitudes de consommation. Et d'autre part, si nous ne sommes pas capables, comme je l'ai dit à l'instant, d'allier intelligence et durabilité, ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas si simple, parce qu'en réalité, et ce sera mon dernier mot, la transition, en particulier la transition écologique et énergétique, doit se faire à un coût et des délais acceptables, sinon elle ne se fera pas et nous aurons une rupture à la fin du processus. Merci. Merci. Nous allons continuer dans le registre des réponses d'entreprise. Et maintenant, je passe la parole à Augustin Delgado, qui est le directeur de l'innovation chez Iberdrola, qui est une entreprise espagnole de services publics. Et il va, je crois, axer son propos sur les investissements en matière d'énergie notamment. Merci. Thank you very much. As we are here talking about investments, I think it's important first to understand what are the investments in the energy industry so far. In the last 3 years, the energy industry has invested 1.3 trillion keeping the lights on. So of those 1.6 trillion, 1 trillion was fossil fuels, and just 250 billion was renewables, and just 130 billion were efficiency. So we are far from making the investment needed for low carbon economy. If we are going according to the World Energy Outlook, if we are going to keep what they say a new policy scenario, that this means all those commitments already done by the governments and so on, this 1.6 billion should rise to 2,000 billion, 2 trillions every year. So of those, 8 trillions will be for efficiency and 40 trillions for energy supply, 17 for the power sector.
if we want to keep, as our colleague said, the 450 ppm scenario, the 2 degrees centigrade, we will need 5.3 trillions, a lot of money. And where does this money come from? I mean, we need to invest that money to keep the lights on and to decrease our carbon intensity. Where are we going to get this money from? Of course, it will be a huge effort coming from governments, but I don't think governments will do it on their own, not sure. We will need private money also to do this, as we have been doing so far. Are the companies ready to invest these huge amounts of money? And we will have a conference about that later on, but are the companies like us ready to invest that money? Okay. At Iberdrola and some other companies, we have invested heavily in, let's say, mature renewable technologies so far. We have like 15 gigawatts of wind, but we are suffering in some countries what is called unstable regulation. So sometimes, and we were talking about that before this, sometimes the policymakers have different and incoherent messages from the population. So sometimes people don't want to talk about subsidies to renewables, but they want to be climate change friendly, but they don't want to talk about nuclear, but they want some fracking in some countries and some others. So policymakers really doesn't really well what to do, and they are, we think they are in some countries changing regulation very much. Regulation in terms of taxes and levies, regulations in terms of secure stream cash flows for the companies and for the projects. And with this, we are seeing in some countries that investments is not increasing as it should be, and as I said before, but decreasing. And this is very, very dangerous. And I can say one of these countries is Spain. And you have heard that in Spain we had we have a new law about energy almost every year. So with this environment, it's very difficult the private money would get into that. We know how to deal with economic risk, with market risk, with project-specific risk, but sometimes we are not so well accustomed to deal with policy and regulatory risk as it should be. What should be one of the main, of the major regulations that I think it will enhance the low carbon investments? We have been talking about this before in COP21 here in Paris. If we are able to set a global price for carbon, this will be a very good signal for all these investments in low carbon economy to happen. So this is something that I know is challenging. I've been in some of the COP in Doha and so on, but I think we are on the track trying to set this agreement. But this agreement wouldn't get in place until 2020. So after that, it is urgent to invest. If we don't do that in a smart way, we may see higher prices for consumers, loss of competitiveness, mainly in those countries that are setting this target, let's say Europe, increasing CO2 emissions. Although we are making huge investment in low carbon economy, Germany has increased its CO2 emissions because they are importing coal from US. And of course, our results, the results of the corporations will be affected, and they won't have the money to invest as they should. In fact, in Europe, there are 50 gigawatts of decommissioned power plants. 50 gigawatts of power plants that are being decommissioned, and we don't see how we are going to get this power back again. So I think that there are some good news. The European Commission is taking a smarter way in this sense. I think that we have to be smart enough to balance the environment, the security of supply, and the competitiveness, because this is sustainability from my point of view. We have to offer our customers, we have to offer to the population, as Vera said, security of supply. We need to keep the lights on. We need to offer them competitive energy, and we need to offer them environmental friendly energy.
And I would say this is from top to the bottom. But there is also attitudes that will help from bottom to the top. So there is a new source of new resources that we can use in this new future, and these are the distributed resources. So we have seen in US how new companies are getting into the floor, like SolarCity, making distributed photovoltaics for their customers. We have seen many companies dealing with energy efficiency, demand response, and so on. So I think that technology, together with ITC, information and communications, together with regulations, we can create new business models. And these new business models, together with those investments I talked at the very beginning, can change how we talk about energy in the future. I'm also optimistic, and I think we can achieve that. Thank you very much. Merci. Alors nous avons beaucoup parlé d'investissement et d'innovation. Maintenant, nous allons parler plus spécifiquement du financement et de l'innovation dans les financements. Et je cède la parole à Richard Sandor, qui a créé une entreprise justement qui crée des produits financiers pour les nouveaux marchés de l'environnement. Sandor, the floor is yours. Thank you. It's a pleasure to be here with all of you today. Following so many distinguished people, I kind of feel like Madonna's 8th husband. Not quite sure what to do and make it interesting. Why are we here today? 200 years ago, pre-industrialization and pre-population growth, air and water were not scarce resources. With a population of 7 billion people on the planet and growing, with industrialization occurring at a greater level than it did at the 19th century, there will be more pressure on air and water. Air and water 200 years ago were what economists called free goods. They had enough plentifulness and weren't priced, and there was no need to price them. Given the economic model of taking inputs to use to manufacture outputs, if some of your inputs have zero price, you're going to overuse them. And this is the problem of negative externalities. In the field of public policy, we can deal with that in 3 ways. What is called command and control, in which we centrally describe policies to stop the overuse of air and water. We can use a second tool, that is taxes and subsidies. We also can use a third system, and that is take these common goods and ascribe ownership of them through what is called cap and trade. We assign the rights to use scarce resources to various companies, entities, cities, governments, etc., and we create a cap. And that cap, if it is adhered to intelligently across, let's say, a 10 or 20% reduction, and there's Richard Power and there's Aix-en-Provence electricity, and if Richard Power is inefficient and Exxon electricity is, then it could lower its use of clean air dramatically. And Richard Power, which is not good or will take technology to do it, they have to buy those reductions. The net result is to drive reductions by the most efficient entities to do that. Historically,
This program started with lead gasoline and led to SO2. And I think I have a chart up behind me about what acid rain looked like in the United States. In any event, without a chart, let me kind of tell you what the situation was in the United States. We basically emitted 18 million tons of sulfur. Sulfur comes from burning coal. It goes into the atmosphere, combines with oxygen, and then rain comes through and it's acid rain. In the United States, it was so prevalent that people like Michael Douglas made movies like Black Rain. This was going to be the end of times, the apocalypse, that cities were going to be wiped out. We put on a cap and trade system in 1990. We went from 18 million to 3 million tons between then and now. We save $125 billion a year in medical costs associated with lung disease. Electricity costs are lower than they were before, and that's before the recession. There's no unemployment addressed. The total system is estimated to cost $1 to $3 billion, producing $125 billion in positive, and we save 30 to 40,000 lives a year. The result of that experiment has led to greater policy understanding of this tool. And if we take a look at cap and trade, pricing carbon, it in fact is taking place now. And if you take a look at that map above there, you can see the progress around the world is proportionately directly related to the distance from Washington, D.C. The further you go from the United States Capitol, the more you get acceptance of dealing with emissions reductions through this policy tool. California, which is the 8th largest economy, is leading the way. For good or bad, whether it's drugs or software, California is a leader, okay? And we need to understand that the boys and girls in Silicon Valley are on this case, and so is the governor. Reggie, Quebec, go all the way to China. China has 7 cap and trade markets in Tianjin, in Beijing, in Shanghai, and in Shenzhen, in Hubei. I gave a talk at Peking University in 2007. I got some very smart responses from the people. I scratched my head and learned in 2007, Peking University has an undergraduate emissions trading club. 18 and 19-year-old kids studying this policy mechanism. In 2 minutes, what has happened? We've not only seen this with air, as my colleagues before have seen to me, water is the next problem, desertification of the world. We trade water now. We don't call it water trading. We call it grain trading. Because if you take a look at the amount of water embedded in wheat or corn or meat, it's 100 gallons to produce a pound of corn. It's 500 for chicken. It's 1,800 gallons of water for 1 pound of steak. This is the kind of overuse because water is not priced appropriately. In the last minute, if I can, what has happened with these markets, weather markets, catastrophe bonds, various financial instruments, sustainability, corporate responsibility, has given birth to the field of environmental finance. And the environment now is a whole new asset class. With transparency, with regulation, I believe that Paris in 2015, along with China and California, will set the pace for a whole new world. I'm optimistic about these meetings. The European system has worked, and it basically needs to be fixed, but so does any policy.
And the problem lies with bureaucracy, state governments, people who need to make commitments, as Mr. Matsuda said, our leadership, that bureaucracy, be it government, corporate, university, is the enemy. And we have to expect our leaders, and we need you, the students, to recognize there are whole new careers in the convergence of economics and the environment. And I'm optimistic that your generation will do it. Thank you. Voilà, maintenant nous sommes entrés dans la phase des questions. Nous disposons à peu près d'une dizaine de minutes. Et puisqu'on a parlé des nouvelles générations, je passe tout de suite la parole à Aurélie Gaudieu qui, en tant qu'étudiante, va poser la première question. Bonjour à tous. Donc par rapport à ce thème, moi je me suis demandé... Est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement? Oui, Aurélie Gaudieu, je suis doctorante en économie à l'Université de La Réunion et lauréate du concours La Parole aux étudiants cette année. Alors, qu'on m'a demandé de réfléchir à une question sur le thème climat, il est urgent d'agir. La première chose que ça m'a évoqué, c'est urgent. Pourquoi est-ce que vous avez dit urgent? Et je me suis posé les questions suivantes. En quoi est-ce qu'on doit estimer qu'il est urgent d'investir dans le climat alors que peu de choses ont évolué ou même que les choses se sont empirées ces dernières années? Et puis aussi, la deuxième interrogation que je me suis posée, c'est actuellement, l'Europe a annoncé dans le rapport de l'Agence européenne pour l'environnement le 3 juin dernier qu'elle était en avance dans ses objectifs en matière d'émissions. Mais certes, mais quel était le biais de la délocalisation des productions polluantes, que ce soit dans les pays émergents ou en Chine ou bien ailleurs? Voilà. Et puis, ce que je me suis demandé aussi, c'est comment mobiliser les sociétés, notamment pour atteindre les objectifs de plafonnement des émissions et d'avoir 0 degré d'augmentation de réchauffement climatique d'ici 2060 à 2070. Voilà. Merci. On va répondre tout de suite à ces 3 questions. Qui veut peut-être... oui. Peut-être je vais commencer avec l'urgence et je vais élaborer sur ce que j'avais dit tout à l'heure. L'urgence, un des intervenants précédents a dit que les jeunes générations, il était confiant dans votre capacité de prendre en main le problème. La question qui se pose, c'est que si on ne prend pas des décisions maintenant, nous, notre génération, allons vous laisser une situation qui sera au-delà du gérable, ou bien avec des coûts qui seront insurmontables. Donc il y a urgence pour qu'effectivement nous vous laissions une situation qui soit gérable. Or, actuellement, si on continue sur la trajectoire actuelle, bon, en termes de température, on est plutôt vers 4 degrés, voire plus, mais ça se traduit aussi par des conséquences qui vont être très graves. On a parlé par exemple de des pluies acides. Actuellement, il y a un phénomène dramatique d'acidification de l'océan, parce que l'océan est le médium qui absorbe le plus de CO2. Et ça se traduit par une acidification, avec des tas de conséquences sur la chaîne alimentaire dans l'océan. L'élévation du niveau de la mer est quelque chose... Même si on arrêtait les émissions de gaz à effet de serre demain, on sait que ce n'est pas possible techniquement, mais imaginons qu'on puisse les arrêter, on aura encore une augmentation du niveau de la mer pendant plusieurs siècles. On ne parle pas de décennies, on parle de plusieurs siècles. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre entre le rayonnement solaire reçu et puis ce que le système Terre-Océan renvoie vers l'espace. Donc oui, il y a absolument urgence pour qu'on n'aboutisse pas à une situation qui devienne ingérable. Ingérable au niveau des conséquences sur la température, sur le cycle hydrologique, sur les catastrophes naturelles. Alors, certes, je souhaiterais qu'on puisse présenter les choses de manière optimiste. Je suis d'accord avec votre point de vue, vous avez émis. Mais malheureusement, l'exemple qui a été donné par Richard Sander
sur les pluies acides. Et là, s'il n'y avait pas eu justement cette prise de conscience de l'aspect catastrophique des pluies acides, je ne suis pas sûr que l'action aurait été aussi rapide. Et on le voit de manière récurrente avec les catastrophes naturelles, il est plus facile de mobiliser, malheureusement, c'est tragique, mais c'est la nature humaine, après une catastrophe qu'avant. Voilà. J'espère que c'est un message d'espoir, j'espère que je n'ai pas été trop négatif. Voilà, on va peut-être maintenant ouvrir le débat à toute l'assistance. On regroupe les questions, comment on procède, Jean-Marie? On regroupe les questions ou, hein? On va prendre d'abord 3 questions. Bonjour à tous, merci pour ce privilège. Alors, je suis étudiant à Bordeaux et entrepreneur social. Et à ce titre, je représente une petite équipe d'entrepreneurs étudiants, donc entrepreneurs sociaux. Donc, pour poser ma question, je vais partir d'un constat. Actuellement, il y a des entreprises qui polluent énormément, d'autres moins, et des entreprises à forte valeur ajoutée comme Suez Environnement. Et je voudrais dire que l'activité de ces entreprises, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une bonne analyse peut-être? D'accord. Moi, j'ai rien dit. D'accord. Mais que l'activité de toutes ces entreprises repose finalement sur la consommation de nous particuliers citoyens. Alors, au lieu d'instituer des politiques de taxation pour ces entreprises, n'est-il pas plus pertinent d'orienter les consommateurs vers ces entreprises à forte valeur ajoutée? Voilà, merci beaucoup. Merci. Jean-Louis Chaussade, peut-être. Ah, pardon. Oh, non, là, pour cette fois-ci, on va répondre directement. Non, parce que c'est fait. Non. Je pense que la question que vous... Je pense que la question que vous posez est une question extrêmement complexe parce qu'elle fait intervenir le court terme et le moyen terme. Plus près du micro. Je dis que la question... This one is working now? Okay, thank you. Donc la question est complexe parce qu'elle fait intervenir des problématiques de court et de moyen terme et de long terme. Et que la transition est forcément longue, mais elle ne peut pas être trop longue non plus, puisque en 2050, en 2060, on va se trouver confronté à des problématiques difficiles. Mais le premier problème, c'est ça. Le deuxième problème, c'est qu'il y a des choix de société qui nécessitent une forme, j'allais dire, de consensus politique, consensus social, premièrement. Et enfin, une fois qu'on a le consensus, il faut mettre en place la gouvernance qui permet d'atteindre les objectifs. Mais je vais vous donner un exemple, parce que je le connais assez bien, c'est celui du prix de l'énergie. Est-ce que la transition énergétique doit forcément conduire à une augmentation du prix de l'énergie? Et si on dit qu'on est d'accord, est-ce qu'on en accepte tous les conséquences en termes d'emploi? Parce que la compétitivité étant devenue mondiale, entre guillemets, ceux qui polluent et qui produisent pas cher ont aujourd'hui un avantage compétitif par rapport à ceux qui protègent. Et donc, il y a toute une série de sujets que la société n'a pas voulu aborder jusqu'à maintenant, mais qu'elle devra aborder, parce que sinon, nous resterons dans cette forme d'incertitude où tous les lobbies, ou toutes les formes de lobbying existent pour protéger son emploi, pour protéger sa société, pour protéger son mode de vie, face à une réalité qui va nous arriver dans la figure. Alors on a dit 2060, ça c'est pour le réchauffement. Moi je vous ai dit pour l'eau, c'est 2020, 2030. Merci. Oui. Yes. Just to put a slightly different spin on your question, if you price the externalities of water use or electricity use, there's enormous opportunities for you as a social entrepreneur if you can break the kleptocrats and the bureaucrats and all of those people who use the resources inappropriately. For example, we've deregulated electricity in Illinois. There's people your age who are going out calling consumers and urging them to switch to green power because we force the utilities to identify it. We should force
electricity to be priced when it's most used, like at 5, 6 o'clock at night, higher than 10 o'clock, so a poor person can go in the evening and wash their clothes late at night and take advantage of the disparity. We shouldn't have one single price. There are people out there in the western United States, social entrepreneurs, that are selling dual flush toilets, okay? One for solids, one for liquids. If you priced water, you're not supposed to use a toilet to throw away trash, okay, and waste water. So I think what I see at the universities that I lecture at, I see all of you, a whole new group of faces are finding profit opportunities, proving you can do well and good at the same time. So just avoid the kleptocrats and try to get laws and certainty passed so that you can create real value. Merci. Maintenant, 3 questions, ce sera peut-être les dernières parce qu'il faut ensuite la synthèse et on va répondre globalement aux 3 questions. Bonjour, allô? Allô? Ça marche là? Oui, 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 très bien. Donc bonjour, je m'appelle Elfie Chadla, donc je suis étudiante en droit. Et donc, on entend pas? Très comme ça? Oui, oui. D'accord, ok. Donc je m'appelle Elfie Chadla, je suis étudiante en droit, et donc je me posais la question pour nos experts de l'ONU et notamment de la Banque mondiale également, de la légitimité de la COP de 2015 qui aura lieu à Paris, dans la mesure où c'est vrai qu'aujourd'hui on a vu que souvent les initiatives qui ont vraiment changé des choses en faveur de l'environnement se sont plutôt faites au niveau local et que ça fonctionne généralement mieux au niveau local. Et donc voilà, qu'en pensez-vous sur cette question-là? Bien. Maintenant, peut-être un non-étudiant. Bonjour, je suis le directeur du WWF en France. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, l'industrie des énergies fossiles investit 1000 milliards de dollars par an et nous cherchons 100 millions de dollars pour l'adaptation au changement climatique dans le cadre de la Convention des Nations Unies. Il y a un moment, il faut commencer à utiliser l'argent des compagnies qui exploitent le fossile pour réduire et atténuer le changement climatique. Et moi, je demande ici aux économistes du Cercle des économistes, c'est pour ça que je suis là, qui se mettent à réfléchir aux mécanismes de transfert de la richesse et du revenu et de la rente des énergies fossiles vers le nécessaire investissement pour l'humanité. Peut-être une dernière question, puisque là c'était plus une proposition qu'une question. Oui, au fond de la salle peut-être. Bonjour. Déjà, une petite question, on n'a pas entendu parler des responsabilités. C'est-à-dire que quand on parle de responsabilité anthropique dans l'augmentation du dioxyde de carbone sur la planète, on ne dit pas que c'est les pays industrialisés qui sont principalement responsables de cette augmentation du dioxyde de carbone et ce changement climatique. Par contre, ce qu'on dit, c'est que les victimes, elles vont être dans le sud. D'accord ? Et maintenant, on dit qu'il va falloir, monsieur là, et puis peut-être Suez Environnement, je ne sais pas, je sais que Veolia, par exemple, ils vendent l'eau avec des cartes prépayées dans les quartiers les plus pauvres d'Afrique. D'accord ? Alors je me dis, tiens, peut-être que finalement le changement climatique, ça va encore être un autre moyen de faire du business. Et notamment, monsieur, est-ce que le marché va réussir à libérer trop ? On a un problème de changement climatique dans la planète comme jamais on a fait face dans l'histoire de l'humanité. Et qu'est-ce qu'on fait ? En droite ligne du capitalisme et du marché, on va attribuer une valeur marchande au dioxyde de carbone. D'accord, qui est quand même un gaz qui est contenu dans l'atmosphère. Donc, sauf qui peut, on va en avant. Et plutôt que de... Je vais tout à fait dans le sens du monsieur là, qui a posé la question au Cercle des économistes. Pourquoi on ne ferait pas des transferts de technologies gratuites en reniant un peu sur la propriété intellectuelle? Pourquoi on n'enverrait pas nos technologies dans les pays du Sud pour les aider à se développer proprement? N'est-ce pas la Banque mondiale? Voilà. Eh bien, je crois que là, Vera est toute désignée pour répondre.
quant à l'attaque anti-business, Jean-Marie répondra dans sa synthèse, peut-être. Hein. Voilà. Je ne peux pas laisser dire que les grandes entreprises d'eau assoiffent les populations, parce que c'est complètement faux. Elles font de l'argent, mais elles font de l'argent sur quoi? Sur le fait que, grâce à leur technologie qu'elles ont développée, et à leur savoir-faire, et à leurs investissements, elles permettent à des populations qui n'ont pas accès à l'eau, à avoir l'eau, à un accès à un prix tout à fait raisonnable. Parce que le problème du prix de l'eau, on n'a pas le temps, mais on pourrait en débattre à l'infini. Mettre zéro, c'est une énorme erreur. Mettre un taux trop élevé, c'est empêcher les gens d'avoir accès à l'eau. Le problème de l'eau, c'est son accès. Et les grandes entreprises françaises sont fières de dire que grâce à leur technologie, elles ont donné accès à l'eau à des millions de gens qui ne l'auraient pas sinon. Voilà. Merci. Maintenant, Vera va répondre aux deux questions précédentes. Oui, une conclusion rapide. Non, Vera d'abord. Pardon? I will be very short. Un I mot will be pour, very short. I think two things. Well, one of the reasons why we need an international regulatory consensus is just because I think, as some of my colleagues said, we're going to be competing across cities, and you need some basic standards to begin to trade. So like in everything, you need some international sphere where you can at least agree on what are the basic modalities for trading and for pricing things. So I think from that perspective, need an international regulatory framework is very critical to keep the discussion going, to agree on what are the different pros and cons, and then how you price it. Otherwise, what you will end up having is asymmetry in pricing, and asymmetry in pricing means that you will have probably the strongest that will win and the weakest that would lose. So that is precisely the reason why we need, I think, a uniform sphere to price the carbon. Now, on your question about are the poor going to pay, I think that this is one of the big discussions that people have been having, and one of the reasons why there has been a pushback in the developing world. But I think China now is the poster child. China has shown you that the poor do not need to pay, because basically by growing at 10%, by creating clean cities, they have become one of the fastest growing economies. They've created jobs, and they've reduced poverty by 10% in the same generation. So in some sense, I think that China has become a poster child for how you can do growth, how you can actually ascribe a price and a cost to what you're doing and do it well. Now, I think on the issue of monopolies, and monopolies there will be. One of the things that we are learning, at least in our institutions, is that some monopolies are too strong to address frontally. And this is the issue of fossil fuels. If you can begin to develop hydropower, which is cheaper, then you don't have to, and basically what you see increasingly on the continent is if today we can develop the Inga Dam, we will not need to export any oil from any of the Western oil companies. So basically, there is a domestic development happening. There is this transfer of technology, because today we see the hydropower companies, we see the solar companies coming in. Actually, this is again where China has, and the World Bank helped China 10 years ago to go into green, to improve its solar technology, to reduce the cost of concentrated solar power, so that it can now export it to other countries. So I think there is a lot of that happening. The Spanish people used to do it. The Spanish used to do that before. They did that in wind. I think they're losing a little bit of their competitiveness on the wind edge. But this is again where the creative innovation is going to happen. And there is no saying that there is going to be a lot of creative innovation happening on the African continent, and that cost will become an inverse cost. So I don't think that that is necessarily the right approach to say that we're going to tax the poor indiscriminately. What is going to happen is, if we do not take care of it, the poor will suffer the most. But today the poor are not necessarily only in the African continent. The poor are in the cities. And the cities are spread around the world. So it has become a global problem, not just a problem for the poor. Voilà. Et après... Hello? Yeah, I think the wisdom of those words should not be left unnoticed, particularly for the gentleman in the back. China is a formidable force. It will be the world's largest economy within the next 3 or 6 months on a purchase power parity. For all of you young people, and I say this to the young people who work for me, if we in the West work 7 hours a day,
and are twice as smart as the Chinese, and they work 14 hours a day, they've eliminated our competitive advantage. If we were arrogantly to assume we're twice as smart, which isn't the case. They have a simple thing. It's a communist country, but they understand how markets work. And they take care of distribution secondarily. And I think to the question of the young man in the back, be cautious. There's a difference between production economics and distribution economics. One is to make the pie as large as possible. The other is concerned with making sure we equitably distribute the pie. And be wary of those people who tell you making a smaller pie is somehow in the interest of poor people. It just isn't. The idea is to make the pie as large as possible and recognize that we have 3.5 or 2.8, depending on where you include it, Asians that want a better share of life. And they will rely on markets, be they Indians, Chinese, Philippines, Indonesians, Indians, and that is where the world is going. So young people, there's a message here, you know, do not discount it and recognize that we here of European or Japanese or Americans of European descent, we have led the world with carbon trading here in the EU ETS. Don't lose out to the critics who look at low prices, who look at bureaucracies. Take the leadership that Europe has had in making this a cleaner and better world. It is yours to lose, and that's why Paris is so important. Merci. Maintenant, la conclusion, Jean-Marie. Bon, une brève conclusion. D'abord, merci à tous les membres du panel et merci à Jean-Pierre d'avoir dirigé le temps de travail. Merci à Frédéric aussi qui nous a aidé à préparer la cohérence de cette table ronde. 3 points de conclusion. Ma première conclusion, c'est que du point de vue de la théorie économique, on est très clair, y compris l'internalisation des externalités, les transferts de rente dont vous avez souligné l'importance et la pertinence. Et donc là, je vais dire, la théorie économique, y compris celle des marchés financiers et des marchés du carbone, etc., c'est cohérent. Maintenant, mon deuxième point est un point plus pessimiste, qui est un point de science politique sur la rationalité de nos institutions à prendre des décisions. On a beaucoup parlé de décisions, mais dans le fond, le problème, c'est les non-prises de décision, avec toute la bureaucratie et ce que tu as dit, Tatsuo, sur la préparation des négociations pour les négociations. Ça dure, ça traîne. Et aussi bien au niveau mondial qu'au niveau européen, on voit mal la rationalité du processus démocratique qui fait remonter des prises de conscience à une prise de position politique. Mon troisième point, quand même, il est positif. C'est que vous nous avez donné beaucoup de signes optimistes. Et dans ces signes optimistes, j'en retiens certains qui m'ont marqué. J'aime bien votre formule de compétition des villes. Competition between cities. Et ça, c'est important. Parce qu'une ville va dire pourquoi eux, ils font ça et nous, on ne le fait pas. Et donc, il y a une espèce de benchmarking permanent sur la façon dont on peut faire du développement urbain soutenable. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est déjà un point important et c'est un point qui avance. Parce que là, il y a des décisions. Et des décisions qui font que le bottom-up se répercute au niveau de la prise de décision institutionnelle et politique. Et je dirais bien sûr que dans le positif, vous avez donné de multiples exemples de compagnies, aussi bien au niveau local, au niveau du réel, au niveau des briques, qu'au niveau financier. Et merci de nous avoir apporté l'aspect financier, qui est quand même un élément d'optimisme, même si tous les problèmes ne sont pas réglés, et que je ne suis pas aussi optimiste que vous sur la comparaison entre ce qui s'est passé aux États-Unis et puis ce qui peut se passer en Chine. Et donc, ma conclusion serait de dire, et je m'adresse là aussi aux jeunes, agir.
Et agir, c'est peut-être dans certains cas plus important que de faire de la recherche-développement à très long terme, qui n'aboutira peut-être jamais. Donc l'action, c'est le point décisif pour lutter efficacement contre cette menace gigantesque qui pèse sur nous de plus en plus. Merci à tous et bon appétit.